Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle émission de Zoom Appalaches. Cette semaine, nous recevons Madame Mélanie Bergeron, qui est agente de développement ou un truc comme ça, là, de l'Association forestière du Sud du Québec. Alors, sans plus tarder, Madame Bergeron, je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup. Bien, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Oui, je suis effectivement agente de développement. Je suis aussi biologiste auprès de l'Association forestière du Sud du Québec. Mon travail est d'informer les gens, de les renseigner, les sensibiliser sur le milieu forestier, ses ressources, un usage responsable de la forêt, raisonné. Donc, oui, on peut l'utiliser, on peut utiliser ses ressources, mais on veut assurer sa pérennité surtout. Alors là, on va parler de diverses plantes et arbres dans le sud du Québec ou à grandeur de... On va se concentrer sur les espèces du sud du Québec. C'est davantage ma spécialité. Et aussi, ce sont notre belle ressource de chez nous. Il faut la connaître. Ben oui. Si on parle de livre du Canada... Oui, bien, livre du Canada, c'est un petit arbuste. J'ai amené une image ici. Donc, on peut voir des petites aiguilles et ses fruits rouges qui le rendent quand même relativement reconnaissable. C'est un petit arbuste en forêt, très intéressant, décoratif, mais aussi utilisé en médecine. C'est le fruit qu'on se sert? Beaucoup au niveau des feuilles. Donc, à l'intérieur des feuilles, il y a une substance. Lorsqu'on l'extrait, on l'appelle le taxol. Puis, cette substance-là, consommée directement, si vous faites une bonne grosse salade d'îles du Canada, très mauvaise idée, parce que c'est toxique. OK. Mais bien utilisé en médecine, ça peut être intéressant parce que le taxol a la capacité d'empêcher la reproduction des cellules. Donc, sur le coup, on se dit une mauvaise idée, mais dans le cas des cancers... Ben, c'est ça que j'allais dire. Le problème des cancers, souvent, c'est qu'ils se multiplient de façon incontrôlée. Donc, en empêchant les cellules cancéreuses de se développer, localement, on peut empêcher leur progression, puis ensuite les traiter. Mais ça n'arrête pas toutes les cellules de progresser? Ou... Bien, c'est pour ça qu'il faut que ça soit bien utilisé par nos médecins qui savent comment le faire pour avoir vraiment un usage localisé au niveau de la cellule, ou plutôt au niveau des cellules cancéreuses. D'accord. On a aussi la résine de sapin. Ça, oui. La résine de sapin, à un moment donné, j'avais suivi un cours, moi, pour la cueillette. Oui. J'ai voulu commencer à faire de la cueillette. J'ai complètement arrêté ça. Trop compliqué. Mais c'est sûr que la gomme de sapin, c'est pas ce qui est le plus agréable à manipuler parce que c'est extrêmement collant. Pour ceux qui voudraient juste sentir le feeling... Les sapins, lorsqu'on les observe bien, à la surface de l'écorce, il y a des petites bulles. Des petites bulles, si vous percez ces bulles-là, la résine de sapin va couler. Touchez-y, c'est extrêmement collant, donc très désagréable à récolter. Mais il y a des gens qui ont développé des techniques pour le faire et c'est pourquoi on est capable de s'en procurer dans les pharmacies, par exemple, ou dans d'autres endroits. La gomme de sapin est quand même très intéressante. C'est nos ancêtres, comme toutes les autres plantes, qui ont appris avant nous à les utiliser. C'est antibactérien puis antifongique, donc détruit bactéries et champignons. Donc, c'est souvent très intéressant lorsqu'on a une blessure. On avait une entreprise ici dans la région qui s'appelait Sapin Fortin. Oui. Puis ils faisaient un sirop contre la toux ou la grippe, plus contre la toux. Mm-hmm. C'est probablement que c'était à base de gomme de sapin, de résine de sapin. Probablement. Il y a plusieurs crèmes antiseptiques qu'on peut se procurer à la pharmacie qui en contiennent. La pâte à dents contient aussi certaines pâtes à dents, plutôt, contiennent de la gomme de sapin parce qu'en détruisant les bactéries à l'intérieur de la bouche, on évite de développer des caries. Puis, il y a aussi des petites recettes maison. J'en ai moi-même une, d'ailleurs, que je fais et que j'utilise et qui est très performante. Si les gens veulent la connaître, il va falloir qu'ils vous écrivent. Exactement. Mais la gomme d'épinette, est-ce qu'elle a le même... Non, la gomme d'épinette n'a pas ces mêmes propriétés. Puis, chaque arbre a ses petites particularités. Est-ce que ça sert, ça, la gomme d'épinette?
C'est plus facile à cueillir. Je ne connais pas de propriétés médicinales, mais je vous dis pas que ça n'existe pas. On ne sait pas tout, les scientifiques. Ouais. Il y a aussi l'écorce de saule. Exact. Qui sert pour, entre autres, l'aspirine. Donc, dans l'écorce du saule, il y a une substance qu'on appelle l'acide salicylique. Ouais. Donc, salix, c'est le nom latin du saule. C'est d'où vient l'origine du nom. L'acide salicylique qui est transformé pour faire l'aspirine. L'aspirine, produit quand même assez commun, analgésique, donc qui va aider contre les maux de tête, par exemple, un petit peu anti-inflammatoire. Ouais. C'est anti-inflammatoire. Légèrement anti-inflammatoire. Oui, les gens, à l'origine, là, faisaient infuser un petit peu de bout d'écorce dans une tisane, puis pouvaient la consommer. Aujourd'hui, on la consomme beaucoup plus de façon purifiée. Sous forme d'aspirine. Qui est déjà prêt en capsule. Exactement. Donc, le saule, c'est le plus grand producteur de cette substance-là, mais on en trouve aussi un petit peu dans d'autres. Je me rappelle, quand j'étais jeune, mon père, lui, il consommait des écorces d'aunes. C'était pas des aunes, c'est pas comme du saule, là. Non, c'est deux espèces complètement différentes. Je me rappelle pas, par exemple, quoi ça pouvait servir comme médication. Je connais pas de propriété médicinale à l'aune. Je n'ai pas la science infuse, néanmoins. Mais ça peut être aussi tout simplement comestible, comme le bouleau jaune. Si vous voulez goûter un petit peu le bouleau jaune, ce que les gens appellent le merisier, on peut gratter un petit peu l'écorce d'un rameau, le sentir ou le goûter. Et puis, ça goûte la paparmane. Oui, bien, l'antiflogestine, on jurerait que c'est fait avec des bouleaux jaunes. Que oui, le bois, même si c'est un petit peu contre-intuitif, c'est tout de même un peu comestible. En fait, dans le bouleau jaune, c'est la sève qui est entre le tronc et l'écorce qui a cette odeur-là, probablement des propriétés qui servent aussi dans certaines choses. Là. Pas nécessairement médicinal, là, mais pour sa saveur. Là, pour les odeurs, particulièrement. Il y a aussi le ginseng. Oui, donc là, on tombe un peu plus dans les petites plantes. Mais ça, le ginseng, il faut le cultiver. Il ne se pousse pas à l'état naturel au Québec. Oui et non, je vous explique. Les plantes médicinales québécoises, on en a quelques-unes, sont présentes dans nos forêts. Par contre, elles ont été beaucoup utilisées par le passé. Et c'est des plantes aussi qui poussent très, très lentement. Le ginseng, par exemple, nécessite 8 à 10 ans avant d'être en mesure de se reproduire. Donc, on doit attendre 8 à 10 ans avant de pouvoir faire une première récolte, parce que si la plante ne se reproduit pas, bien, elle va disparaître éventuellement. Donc, aujourd'hui, ce sont des plantes qui sont protégées. La cueillette en nature du ginseng est complètement interdite. Mais naturellement, il existe au Québec? Oui, naturellement, on le retrouve dans les forêts d'érable, les forêts où on retrouve d'érable à sucre, les sols riches, des forêts qui sont assez fermées, pas beaucoup d'ombre, vont pouvoir, si vous avez de la chance, trouver peut-être quelques ginseng à l'intérieur. C'est le même principe que l'ail des bois, qui prend beaucoup de temps à se... Oui, donc l'ail des bois est beaucoup plus fréquente au Québec, mais tout de même prend quelques années avant de pouvoir se reproduire et se multiplier. On en a plus, c'est pourquoi la récolte est permise, mais il y a des limitations. L'ail des bois est considéré comme une plante vulnérable à la récolte, ce qui est moins pire que menacée. Okay. Le ginseng, c'est menacé, alors que l'ail des bois, c'est vulnérable à la récolte. Qu'on limite le nombre de bulbes qu'on peut récolter par année. On parle d'environ 50 bulbes par personne. Bon. C'est une question de poids, mais ça équivaut là, environ à 50. Mais le ginseng, il sert à quoi dans les médicaments, lui? Donc, c'est au niveau de la racine qu'on va se procurer. Et puis, le ginseng est un stimulant. Donc, les gens qui ressentent de la fatigue, ça va les énergiser un petit peu, et aussi ça stimule beaucoup le système immunitaire. Il y a eu des études qui ont été faites sur la grippe
Donc, pas sur le COVID, pas encore, mais la grippe qui est quand même un peu dans la même famille. Les gens qui prenaient du ginseng avaient moins de chances d'attraper plusieurs fois la grippe. Donc, une première fois, tu l'attrapes, ça active ton système immunitaire. En prenant le ginseng, ton système immunitaire est encore plus actif, donc il développe davantage d'anticorps, ce qui fait en sorte que si tu rencontres une personne à nouveau plus tard dans l'hiver qui a la grippe, étant toi beaucoup plus fort, ayant développé plus tes défenses, tu as moins de chances de l'attraper une deuxième fois. Et ça a un petit peu le même effet par rapport à la vaccination. Donc, ils ont testé des gens à qui ils administraient le vaccin de la grippe associé à une prise de ginseng versus des gens vaccins seulement sans ginseng. Et puis, les gens avec ginseng et vaccin avaient moins de chances d'attraper la grippe par la suite que ceux sans ginseng. OK. Pour toutes ces plantes-là, il y a des cueilleurs. Oui. C'est qui les cueilleurs? C'est-tu des gens qui gagnent leur vie avec ça? Ou... Eh bien, au niveau des plantes médicinales, il y a très peu de cueillettes en nature, étant donné que c'est des plantes qui sont protégées. Pour ce qui est de la vente des produits, ça doit être obligatoirement des plantes qui sont cultivées. Donc, les gens qui cultivent vont récolter eux-mêmes ou ont des employés pour faire la cueillette le moment venu. Mais comme l'if, ça pousse l'if, non. L'if, c'est différent. C'est pas une plante qui est protégée. Donc oui, il y a des cueilleurs qui vont circuler. Par exemple, en terre publique. Donc au Québec, on a deux types de forêts. On a des forêts privées et des forêts publiques. Donc les forêts privées, on peut pas y aller parce que c'est chez des gens ou il faut avoir l'autorisation. Mais en forêt publique, on peut demander des permis pour effectuer de la cueillette. Donc, on a l'autorisation et puis ensuite, on peut se déplacer en forêt publique. Et ça, c'est l'association qui dirige les cueilleurs pour dire votre cueillette, vous pouvez la vendre à telle industrie pharmaceutique. Vous êtes notre association? Ouais. Non, pas du tout. Nous, on informe les gens sur les possibilités de la forêt et tout ça. Mais pour ce qui est de toute cette cueillette de ces produits-là, c'est peu encadré au Québec. Il y a un guide des charges qui explique comment ça doit être fait, comment il faut préparer les plantes. Il y a un organisme, entre autres, en Mauricie, qui a travaillé sur le guide des charges des champignons. Donc, il y a une association pour de mycologues là-bas qui a travaillé au niveau des petites plantes. Je ne suis pas certaine de la personne qui l'a fait, mais pour ce qui est des permis pour avoir l'autorisation d'aller cueillir en forêt publique, évidemment, c'est le ministère Forêt, Faune et Parc qui doit être contacté. Parce que je me souviens, je parlais de la gomme de sapin, c'était le CLSC de Plessisville qui avait qui donnait un cours, puis qui incitait les gens qui voulaient ramasser la gomme de sapin. La cueillette est moins fréquente dans notre secteur ici, Thetford Mines, ou même les régions avoisinantes du sud du Québec, étant donné que la forêt est presque exclusivement de teneur privée. Ouais. La cueillette se fait beaucoup plus, un peu plus au nord, donc au nord du fleuve Saint-Laurent, où il y a bien davantage de forêts publiques. Là, on va retrouver des cueilleurs de plantes, de champignons, qui ensuite, c'est des produits qui seront vendus, tout dépendant si c'est comestible ou non, à des marchés, à des restaurants, un petit peu partout. Les acheteurs, ça serait ça? Ben, pour ce qui est comestible, là, oui, on parle de marché, le restaurant, les plantes comestibles ont quand même la vogue, c'est exotique. Ouais. Et puis au niveau des plantes médicinales, bien là, par exemple, pensons à l'hydraste, l'hydraste du Canada ou notre petite sanguinaire ici. Ce sont des plantes que on peut pas acheter en vente libre des produits faits à base de ces deux plantes-là. Leur
leurs molécules médicamenteuses sont trop puissantes. Donc, il faut vraiment être, disons, conseillé par un pharmacien, un médecin sur l'usage de telles plantes. Donc, on ne peut pas vendre ça nous-mêmes. On va le vendre à des entreprises pharmaceutiques qui vont développer des médicaments à base d'elles. Les gens, dans leur plate-bande de la sanguinaire, oui, c'est une belle fleur. Sanguinaire, magnifique. Et les gens doivent en cultiver, doivent en avoir dans les plates-bandes. Oui, c'est possible de s'en procurer, d'en acheter. Comme je l'ai dit, c'est une plante qui est protégée, donc on peut pas en prendre en forêt, la ramener chez nous. C'est pas légal. Par contre, il y a des entreprises qui se sont spécialisées dans le développement et la vente de ces petites plantes-là. Eux, ils sont allés récolter les graines pour ne pas affecter les plantes forestières. Donc, ils ont récolté les graines, ils les ont cultivées, puis... Ils les mettent en vente. C'est ça. Donc, ils ont réussi à produire une certaine lignée en culture. Et puis, aujourd'hui, il est possible d'en acheter. Donc, certaines pépinières vont offrir ces plantes qu'on dit indigènes, donc des plantes du Québec, de chez nous. C'est un peu comme le pavot ou l'échinacée. Exact. Que l'échinacée, ça sert beaucoup dans les médicaments aussi. Oui. Puis tu peux l'avoir, c'est super beau dans une plate-bande. Les fleurs roses. Là. Les plantes forestières, leur particularité, c'est que c'est souvent des plantes qui vont fleurir très, très tôt. Parce que si on pense un petit peu à leur fonctionnement, ces plantes-là, elles sont habituées de vivre sous les arbres, donc à l'ombre. Elles doivent vraiment développer toute leur mécanique, donc faire leur floraison, faire leurs fruits, tout ça avant que les arbres créent un ombre qui est trop grande. Donc, ils doivent faire ça très, très hâtivement au printemps, alors qu'ils ont accès à la lumière. La sanguinaire est très, très rapide. On parle d'une floraison mars-avril. Ah, ouais. Alors que, bon, les autres, ici, Lazaret, par exemple, on pense plutôt à mai. Mais mai, là, c'est pas mal la limite, là. Après ça, il y a moins de floraison en forêt. Il y en a quand même, mais beaucoup de plantes vont fleurir très tôt. Les sanguinaires, les abeilles doivent les aimer. C'est les premières fleurs de l'année avec les bourgeons d'érable. Oui, bien, il y a beaucoup de... Quand on pense à notre faune, que ce soit abeilles ou petites faunes, qui, à la fin de l'hiver, c'est des animaux qui ont très faim, là, qui doivent se nourrir. Donc, les premiers végétaux qui sont productifs sont très, très appréciés pour la consommation de tous ceux qui ont végété pendant l'hiver. Votre association est financée par qui? C'est à but non lucratif? Exact. Donc, organisme à but non lucratif. On s'autofinance beaucoup. Donc, on est très, très actifs pour trouver différentes sources. Étant une association, tout d'abord, il y a des membres. Donc, vous pouvez devenir membre de notre association pour nous encourager dans nos actions. Donc, des membres individuels, des entreprises qui nous encouragent comme ça. Nous avons notre magazine Progrès forestier, qui est une de nos façons de transmettre de l'information sur la forêt. Donc, plein d'articles sur la forêt et ses ressources. Les abonnements au magazine, la publicité dans le magazine est importante. Puis, aussi, bien... Étant donné qu'on fait beaucoup d'éducation, d'information pour le public, nous sommes capables d'aller chercher certaines subventions pour des projets précis auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, par exemple, ou d'autres programmes. Ministère de l'Éducation, peut-être? Pas pour l'instant, peut-être un jour. Parce que vous faites beaucoup d'écoles aussi. Oui, donc... de l'information auprès du grand public, auprès des propriétaires de boisés, mais aussi auprès de la relève. Donc, nos jeunes, les informer. Je fais des animations dans les écoles sur la forêt, sur le bois, une matière qui est étudiée en sciences. Donc... ça se fait bénévolement. Là. Oui, donc c'est offert gratuitement aux écoles grâce au fait que nous sommes capables d'avoir de l'argent du ministère Forêt, Faune et Parcs pour... L'Association forestière du Sud du Québec, oui. Il y a combien de personnes qui travaillent là? Nous sommes 5 à temps plein.
Plus des petite équipe. bénévoles? Oui, à l'occasion pour certaines activités, mais on est assez efficace, assez productif. Belle équipe complémentaire. Donc, à part moi, il y en a notre directrice qui est ingénieure forestière. Donc, moi, en tant que biologiste et l'ingénieur, on peut informer les gens adéquatement. Nous avons 2 autres collègues qui sont agents de communication parce que donner de l'information implique beaucoup de notions de communication, gestion de site web, magazine. Là, situation COVID nous a poussé un petit peu à développer de nouveaux médias. Donc, je travaille beaucoup sur des vidéos d'information, de la réalité virtuelle, des photographies à 360 pour que les gens puissent visualiser des forêts, leurs aménagements et tout ça. Donc, c'est intéressant. Puis votre bureau d'affaires est situé à Sherbrooke? Exactement. Donc, nos bureaux sont localisés à Sherbrooke, mais nos activités sont loin d'être localisées seulement à Sherbrooke. On couvre 4 régions administratives, donc l'Estrie, où nous sommes basés, mais aussi la portion Appalaches, de Chaudière-Appalaches, le centre du Québec et la Montérégie. Puis la Beauce. Oui, donc, oui. Toute la portion ouest de Chaudière-Appalaches. Ça fait beaucoup de voyagements. Oui, quand même, mais étant donné qu'on fait beaucoup d'informations, il y a beaucoup de matériel qui est disponible sur le site web, que même si les gens n'ont pas nécessairement la possibilité de nous voir toujours, eh bien, ils ont accès à notre matériel qui est en très, très grande partie gratuit pour tous. Vous parlez souvent aussi des champignons. Vous donnez des cours là-dessus parce que c'est pas évident. Non, on donne pas de cours sur les champignons, c'est pas une de nos spécialités. On en parle, oui, parce que c'est un intérêt grandissant auprès des gens. C'est un petit peu à la mode au Québec actuellement, mais étant donné que c'est une science quand même assez précise, faut pas se tromper dans les champignons. On préfère déléguer les formations à des spécialistes. Puis, dans chaque municipalité, ou plutôt région, il y a toujours des clubs de mycologues dans toutes les régions, et c'est là qu'on va trouver les bons spécialistes des champignons. Puis, ce genre de club-là, en s'inscrivant au club, on peut aller faire des visites avec les spécialistes, apprendre à identifier. On peut leur ramener nos champignons pour qu'ils puissent nous aider à les identifier, donc c'est très intéressant. Comme je dis souvent à la blague, tous les champignons sont comestibles. Certains seulement qu'une seule fois. Oui, d'une certaine façon, on peut dire ça. Alors, il nous reste peu de temps. Est-ce que vous avez des choses à dire, à ajouter? Parce que on pourra vous réinviter. Tout à fait. Moi, je suis toujours partante. On a parlé beaucoup des petites plantes, de leur effet médicamenteux, mais j'aimerais faire une conclusion sur le bénéfice de la forêt en tant que telle. Parce que c'est beau soigner nos maladies, mais être en santé tout court est franchement intéressant. Oui. Donc, beaucoup d'études qui sont faites sur les bienfaits de la forêt sur notre santé mentale et même physique. Les gens qui sont malades, qui voient la forêt de l'hôpital, de leur chambre par la fenêtre, on voit que ils guérissent plus rapidement, ils sont moins stressés. Les gens dans la vie de tous les jours, prendre le temps, s'asseoir, regarder. Il y a vraiment une nette diminution des hormones de stress. C'est très, très bon de profiter de cette forêt-là. Bien, merci beaucoup. Merci à vous! Alors, mesdames, messieurs, si vous avez des questions pour Madame Bergeron, gênez-vous pas, le numéro va être à l'écran. Et puis, vous pouvez l'appeler, rempli de bons conseils. Alors, merci beaucoup de votre écoute et à la semaine prochaine.